Bienvenue à toutes et à tous dans cette 5e édition de Africactu, produite par Global Africa Télésud et en compagnie de notre compère, le politologue émérite, même plus qu'émérite, toujours le président de... Je ne sais pas si je mérite tous ces titres, laudatif. Ben oui, c'est un jeu de mots. Enfin, Emmanuel Dupuis, donc président de l'IPSE, l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Alors bien sûr, on va parler de l'Afrique, mais Emmanuel, vous revenez de plusieurs jours, une semaine, 10 jours, en Chine. Alors ma petite question de démarrage, c'est, une fois qu'on est décentré à l'autre bout du monde, dans un environnement un peu différent du nôtre, comment perçoit-on l'Afrique? Qu'est-ce qu'on pense de l'Afrique? Comment on la voit? Déjà, en Chine, on pense beaucoup l'Afrique. Et on la vit et on l'observe avec la présence de nombreux responsables politiques africains. Il se trouve que j'ai été invité par le comité central du Parti communiste chinois, notamment sa direction des relations internationales, en présence d'experts, de responsables de think tanks, d'anciens responsables sécuritaires et militaires africains. Et donc on pense l'Afrique, évidemment, avec une présence pluridécennale, près d'une quarantaine d'années, qui était jusqu'à présent, je peux le dire ainsi, quasiment économiquement centrée et qui devient de plus en plus sécuritaro-centrée avec la Chine qui pense à la manière dont elle pourrait être un complément de coopérants en matière de sécurité, comme nous l'avons été, nous, pays européens et singulièrement la France, comme la Russie espère aussi l'incarner. La Chine regarde l'Afrique avec un intérêt manifeste. Les Africains regardent la Chine avec les yeux de la découverte de ce que la Chine est en train de devenir. On ne le dira jamais assez. On n'a pas le même regard, mais vous l'avez mentionné, en France et en Chine, tout simplement parce qu'on ne parle pas le même langage et on n'a pas les mêmes priorités. Et je crois que c'est ça qui est important. Et d'une phrase en résumé, les Chinois n'ont pas du tout les mêmes préoccupations que nous avons à leur égard. Ils estiment que nous devrions davantage collaborer, car nous faisons face à des risques communs, et ils ont conscience que ces risques sont communs, et donc, du coup, impliquent une coopération plus ferme. Vis-à-vis du continent africain, ils ont parfaitement conscience qu'ils ont une puissance économique qui est appelée à être mise à profit des économies africaines, mais de la même manière, ils sont d'une certaine manière des communistes capitalistes. Donc ils veulent aussi faire du business. Et donc l'idée sur laquelle ils seraient juste là pour offrir et non pas coopérer est une idée un peu désuète. Alors, ils ont un petit frère qu'on appelle les Russes, parce que maintenant le rapport de force est inversé, n'est-ce pas, historique. Et le ministre russe des Affaires étrangères, donc Lavrov, vient de terminer une tournée en Afrique. Alors il était en Guinée, au Congo-Brazza, au Tchad, au Burkina. Et on dit qu'il est en train de déployer cette vision géostratégique de la Russie qui voudrait s'installer en gros depuis le golfe de Guinée jusqu'au Soudan. Alors moi je me dis, question un peu naïve peut-être, mais qu'est-ce qu'ils ont de si intéressant, les Russes, pour les Africains? Parce que c'est un pays quand même qui n'a pas beaucoup de secteurs d'excellence en termes de savoir-faire. Dans les hydrocarbures, le pétrole, bon d'accord, se fait rentrer de l'argent, mais à part ça... Bon, alors, c'est peut-être la sécurité qui est en jeu. Alors c'est inquiétant, mais c'est quelque chose que nous vivons et que nous subissons déjà depuis quand même une dizaine d'années, voire plus. La Russie n'a jamais quitté le continent africain car elle était là au moment de la décolonisation, d'ailleurs en combattant les puissances coloniales, où on est dans les mouvements d'émancipation nationale. Par contre, ce qui est une nouveauté, c'est que la Russie a choisi de s'ancrer dans des territoires où elle n'était pas forcément si bien disposés que d'autres pays qui avaient des partenariats historiques. Prenons le cas du Sahel. Vous avez mentionné la tournée de Sergueï Lavrov, ce n'est pas la première qu'il fait. Il s'était rendu plusieurs fois sur le continent africain avec le vice-ministre chargé des questions africaines, Mikhail Bogdanov, qui, là pour le coup, a lui la main sur les questions africaines. Mais ce qui est intéressant, c'est le choix des pays. En gros, il est parti de la Guinée pour aller jusqu'au Soudan, en visitant le Tchad, le Burkina Faso, le Mali,
la Guinée, je l'évoquais, et puis en faisant une petite incursion au Congo-Brazzaville. Ça veut dire qu'en gros, il a bien compris qu'il y a là, par rapport au coup d'État militaire, en 2021 en Guinée, en 2020 au Mali, au Burkina Faso en 2022 et plus récemment au Niger l'été dernier, et puis en 2019, ne l'oublions pas, le coup d'État militaire au Soudan, une sorte d'horizontalité dans lequel la Russie a de possibles partenaires. Il faut avoir à l'esprit que la Russie a une vision un peu holistique du continent africain, parce que la Russie, à l'heure où nous parlons, a signé 22 accords de défense. La Russie a des partenariats en matière d'exportation d'armes, en matière de coopération sécuritaire, en matière de coopération énergétique et en matière de coopération nucléaire, on y reviendra sans doute. Désormais, 38 partenariats avec le continent africain, 38 sur 54. Donc c'est évidemment une réalité qui, je le répète, s'impose à nous. La Russie, évidemment, a beau jeu d'aller au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en profitant du désaveu de la présence occidentale. Les forces françaises chassées du Mali en 2022 et, d'ici le 15 septembre prochain, les forces américaines qui devront quitter le Niger. D'ailleurs, Sergueï Lavrov a fait une proposition qui est un petit peu passée sous silence dans les médias français en allant un petit peu plus loin que ce qui est vrai aujourd'hui, la présence de mercenaires, autrefois appelés Wagner, désormais appelés Afrika Korps, qui sont déjà pour partie d'entre eux au Mali, au Burkina et qui arrivent au Niger, singulièrement sur la base 101, la base qui est occupée par les forces américaines. Donc le jeu des vases communicants, les Américains s'en vont, les Russes arrivent. Sergueï Lavrov a proposé au président Abderrahmane Tchani l'éventualité de la mise à disposition d'un corps expéditionnaire russe qui viendrait au Niger pour compenser les forces Barkhane qui sont parties et les forces américaines. Alors qu'est-ce que les Russes peuvent apporter? Alors les Russes peuvent apporter de la sécurité, on vient de l'évoquer. Les Russes peuvent apporter un soutien diplomatique. Ils sont encore membres du Conseil de sécurité comme membres permanents et donc, d'une certaine manière, les futurs impétrants du Conseil de sécurité. Par exemple, prenons le cas des actuels pays qui en sont membres, en l'occurrence le Sierra Leone, l'Algérie et le Mozambique, et les futurs qui vont rentrer comme membres non permanents du Conseil de sécurité. En l'occurrence, le Kenya, qui va rentrer comme membre non permanent, sont évidemment des partenaires qui frayent, si j'ose m'exprimer ainsi, autant avec les États-Unis qu'avec la Russie. Deuxième élément, la Russie est un puissant acteur de coopération en matière d'extraction minière, en matière de coopération pétrolière, en matière d'extraction d'uranium et de coopération en matière nucléaire. Peut-être qu'on y reviendra également. Mais vous l'avez mentionné d'une manière subtile, cette hubris finalement assez déboussolée dans le sens où il est très ambitieux partout sur la planète, mais vis-à-vis du continent africain, il est contraint par une situation géopolitique qui s'impose à la Russie. La Russie dépense énormément d'argent en matière de production d'armement par rapport à la guerre en Ukraine, 30% des dépenses fédérales, désormais 8% du PIB qui est consacré à la défense, ce qui a eu tendance quand même à réduire un petit peu la voilure de ce que la Russie peut proposer en matière de coopération militaire, en compensant par rapport à des sociétés comme Alrosa pour l'extraction minière ou Rosatom pour la coopération nucléaire. Oui. Alors Rosatom, justement, annonce des contrats, des accords avec l'Éthiopie, la Tunisie, le Burkina, le Mali, l'Ouganda. Sauf que la dernière livraison de réacteurs nucléaires au Bangladesh, c'est d'ailleurs d'accord, mais ça a coûté 12,65 milliards de dollars et ça représente 80% du PIB du Burkina. Comment ces pays pauvres peuvent-ils s'équiper en nucléaire ? Alors ils peuvent payer en nature, si j'ose m'exprimer ainsi, notamment le Niger qui dispose
malgré tout, même s'il faut minorer sa centralité stratégique, 5% des réserves mondiales d'uranium et qui produit 25% des besoins d'uranium de l'Union européenne. Donc c'est évidemment une façon de répondre à votre question. L'autre réalité, c'est que la Russie a lancé des coopérations et des partenariats en termes nucléaires au niveau de la formation des ingénieurs nucléaires, au niveau des études ou de la coopération scientifique, avec désormais 20 pays africains. Donc ça veut dire qu'il y a une demande, 19 de la part des pays africains. Alors vous avez raison de mentionner le fait qu'il y a la projection, l'espérance que cette coopération nucléaire se poursuive, avec l'option de centrales nucléaires au Nigeria, en Égypte, des coopérations nucléaires qui vont sur des études de faisabilité de l'installation de réacteurs, en Zambie, au Rwanda, vous l'avez mentionné, en Tunisie, dans toute une série d'autres pays. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a qu'une seule centrale nucléaire construite par la Russie sur le continent africain, en Afrique du Sud. Donc il y a la réalité et il y a l'espérance que cette coopération nucléaire vienne corroborer, soutenir ce que nous disions précédemment, c'est-à-dire une coopération multidimensionnelle, tout azimut, à 360 degrés, dans laquelle la Russie se veut un producteur de sécurité, un coopérant en matière d'aide aux infrastructures, avec, comme vous l'avez rappelé, cette réalité qui s'impose à la Russie. La Russie a un PIB à peu près équivalent à celui de l'Espagne. C'est un partenaire devenu mineur au regard de sa coopération avec la Chine, et que d'une certaine façon, la priorité pour la Russie, c'est son voisinage contraint, en guerre, qu'elle a provoqué, faut-il le rappeler. Et donc l'Afrique est un petit peu la queue de l'investissement de la diplomatie russe. Alors on va passer à la RD Congo, qui bénéficie d'une première ministre, Madame Judith Suminwa, qui présente aujourd'hui, je crois, on présente le gouvernement aujourd'hui, le 11... Aujourd'hui, le 11, oui. Devant l'Assemblée nationale, oui. Voilà, et alors évidemment, il y a un programme qui est bien à tous égards, c'est-à-dire qu'on dit on va promouvoir la santé, etc., toutes les bonnes choses qu'on peut imaginer, sauf que l'opposition dit que c'est pas tout à fait crédible, parce que le programme, tel qu'il est proposé par la Première ministre, représente une dépense de 93 milliards sur 5 ans, et que la RD Congo n'est pas capable. Au mieux, elle pourrait financer la moitié. Donc, est-ce que la critique vous paraît Oui, la recevable ? critique me paraît tout à fait conforme à la réalité. Donc, Ouais. La Première ministre, qui elle-même fut l'objet d'un coup d'État militaire dont on reviendra peut-être, en tout cas, elle faisait partie des victimes putatives de ce coup d'État qu'on peut appeler un putsch. Ouais. Par ailleurs, a présenté donc aujourd'hui, premièrement, son gouvernement, qui est un gouvernement pléthorique, 54 ministres, même s'il faut se féliciter du fait qu'il y a un renouvellement, d'une certaine façon, puisqu'il y a 30 impétrants nouveaux qui vont arriver au sein de ce gouvernement, suite à la réélection du président Tshisekedi en décembre dernier, avec donc la perspective d'un projet tout à fait ambitieux, vous l'avez mentionné, près de 93 milliards, en fait 92,9 milliards de dollars répartis sur 5 ans, donc présentés devant la représentation nationale, finalement dans le cadre des engagements, les 6 engagements qu'avait pris le président Tshisekedi pour moderniser le pays, aménager le territoire, corroborer et mettre en place la loi de programmation militaire, qui avait déjà été élaborée en 2022. Là aussi, on y reviendra, car c'est peut-être là où il y a une urgence absolue, car la sécurité est fragilisée à l'est de la République démocratique du Congo. Priorité sur l'éducation, priorité sur la création d'emplois, priorité sur la protection du pouvoir d'achat des Congolais, ainsi de suite. Prenons juste un des exemples en particulier. 20 milliards d'euros seront consacrés à la création d'emplois. 20 milliards d'euros, c'est 29%
du budget, avec l'idée et la perspective de créer d'ici 2028 6,4 millions d'emplois. On pourrait rajouter donc la sécurité, autre priorité, comme je l'évoquais, qui représente 20% de ce budget, la modernisation des infrastructures, l'aménagement du territoire ou évidemment l'éducation. Maintenant, la vraie question, vous l'avez vous-même évoqué, où est-ce qu'on va trouver l'argent ? Est-ce qu'on va souscrire à un prêt du FMI ? La proposition est sur la table. Le président Tshisekedi, pour l'instant, n'a pas totalement acquiescé à cette idée. Est-ce que l'on va chercher d'autres formes d'investissement moins conditionnalisées par rapport à des bailleurs de fonds étrangers, la Banque asiatique d'investissement, la nouvelle banque de développement des BRICS, la nouvelle banque qui remonte à la création des routes de la soie, de la Belt and Road Initiative, la Banque asiatique d'infrastructure et d'investissement, il y a d'autres bailleurs de fonds. C'est une vraie question, ce qui conforte l'idée que la RDC se cherche aussi de nouveaux partenaires, de nouveaux parrainages. Il est tout à fait possible que la RDC, je reviens de Chine, il y avait quelques collègues congolais qui étaient là, qui ont confirmé l'idée que le président Tshisekedi allait poser sa candidature pour que la RDC appartienne aux BRICS, intègre les BRICS à l'occasion du prochain sommet qui aura lieu à Kazan, en Russie, en octobre, en octobre prochain. Donc voilà quelques pistes. Mais l'opposition a raison d'évoquer le fait que ce gouvernement est à la fois pléthorique, que ce budget est gargantuesque et que pour l'instant, la priorité devrait être mise sur la question de la défense du territoire, la lutte contre les groupes armés, car après tout, ça fait 25 ans que cette question n'a pas été réglée, et elle est de plus en plus chrysogène dans le sens où elle implique des groupes armés, résultantes des instabilités de la fin, du début des années 90 au Burundi, en Ouganda, au Rwanda, mais désormais avec une conflictualité, j'allais dire, frontalière avec un voisin et le risque d'une guerre directe, ouverte, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Emmanuel, vous avez anticipé la réponse. C'était la question suivante. Mais on va juste rappeler, parce qu'au fil des semaines, des dépêches d'agence, voilà, 40 morts en plus, 80 la semaine dernière. Mais on ne rappelle jamais les causes, le pourquoi du comment, les causes de ce conflit. Alors là, vous faites référence à une situation qui malheureusement s'est rappelée à notre souvenir, en n'oubliant pas évidemment que cette crise en RDC a occasionné plus de 1 million de victimes depuis le génocide en 1994 au Rwanda, la guerre civile en 92-94 au Burundi et les instabilités en Ouganda. Vous faites référence donc à l'attaque qui a occasionné, les chiffres divergent, entre 50 et 80 victimes donc dans la région de Beni, donc au nord-est de la République démocratique du Congo, quasiment frontalier avec l'Ouganda, avec ce mouvement, les ADF, l'armée de libération de l'Ouganda, qui en fait porte très mal son nom, très anciennement présente sur le continent, le territoire congolais, puisque sa présence attestée remonte à 1995, après donc la chute du président Amin Dada, et donc l'arrivée au pouvoir de Yoweri Museveni en Ouganda, avec un mouvement d'opposition ougandais qui, chassé de l'Ouganda, trouve refuge et s'enquiste dans le territoire de la République démocratique du Congo, avec une particularité, à partir de, là aussi les dates divergent, 2014, 2015, ou en tout cas de manière beaucoup plus attestée 2019, une affiliation à Daesh de ce mouvement, considéré comme organisation terroriste par les États-Unis, mais en même temps, les ADF, l'armée de libération de l'Ouganda, n'est pas le seul mouvement. Un autre mouvement, le M23, qui lui est d'origine rwandaise, qui agit sur le territoire congolais, ou de l'autre côté de la frontière, le Front de libération le Front démocratique de libération du Rwanda, le FDLR, qui a trouvé appui, selon le Rwanda,
avec bienveillance par les autorités congolaises, mais qui agit contre le Rwanda. C'est-à-dire qu'une congruence de mouvements qui nous font rappeler que les Nations Unies ont engagé à l'est du Congo, au Kivu, dans la région de Kasaï, puis à Beni, autour de Goma, la plus longue, la plus coûteuse et malheureusement la plus sanglante des opérations de maintien de la paix, MONUC, et depuis 2020, la MONUSCO, c'est-à-dire 25 ans de présence internationale, sans que la question ne soit réglée. Et c'est surtout ça ce qui est important à avoir à l'esprit. Comparaison n'est pas raison, l'approche purement sécuritaire pour s'opposer, pour réduire le risque posé par ces groupes armés terroristes est aussi vain que vouloir éradiquer les groupes armés terroristes au Sahel. C'est en tout cas la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a eu plusieurs opérations militaires conjointes. Une opération fin 2021 entre les forces armées ougandaises et les forces armées congolaises pour s'attaquer aux ADF, au front à l'armée de libération ougandaise, je rappelle, d'inspiration djihadiste, en vain. Donc la question est posée de savoir si c'est la bonne approche. Et si l'approche purement militaire va permettre de stabiliser cette région qui a occasionné, je le rappelle, plus de 1 million de victimes depuis maintenant 25 ans. Bon, Emmanuel, nous évoquerons le procès du vrai-faux coup d'État la prochaine fois. Il s'est ouvert vendredi. Peut-être venir à quelque chose d'intéressant. C'est la considération qui est manifestée par les États-Unis au Kenya, qu'il devient le premier allié majeur en Afrique subsaharienne. Pourquoi cet engouement pour le Kenya ? Alors, l'engouement pour le Kenya est aussi un engouement pour un homme, en l'occurrence le président Ruto, William Ruto, qui a été accueilli avec tous les honneurs. D'ailleurs, c'est le premier président subsaharien que le président Joe Biden a accueilli en visite d'État aux États-Unis il y a de cela quelques jours. L'intérêt est ancien, l'engouement est ancien. On pourrait remonter au président Clinton, qui avait rappelé que l'intérêt pour l'Afrique, pour les États-Unis, s'inscrivait dans une devise « Trade but not aid ». Le marché africain est un marché. Il y a 40 millions d'afro-descendants aux États-Unis qui correspondent à peu près à l'importance que nous prenons en compte par rapport à notre diaspora sur le continent européen. Il y a un intérêt manifeste à identifier sur le continent africain des alliés qui partagent la même vision de la démocratie ou du libéralisme. D'ailleurs, le deuxième sommet pour la démocratie, l'Alliance des démocraties qui s'est tenue à Washington en mars dernier, était coprésidée par la Corée du Sud, les Pays-Bas, le Costa Rica et pour le continent africain, par la Zambie. Donc, il y a effectivement des partenaires privilégiés des États-Unis sur le continent africain. Alors pourquoi cet engouement pour le Kenya ? Tout simplement parce que le Kenya est dans le top 10 des économies les plus résilientes et les plus fortes sur le continent africain, avec le nouveau classement, l'Afrique du Sud en 1, l'Égypte en 2, l'Algérie en 3, pas très loin, évidemment, le Nigeria en 4, en 5, si mes souvenirs sont exacts, on doit avoir le Maroc ou l'Éthiopie, et vient le Kenya qui est 6e ou 7e. Ça veut dire qu'il y a un intérêt manifeste pour les États-Unis pour l'Afrique de l'Est. Autre explication, c'est que le Kenya fait partie, comme je le disais au début de mon propos, des pays que privilégie également la Chine. Oui, puisque et la Russie. Donc ça veut dire qu'il y a une triangulation des externalités avec des investissements qui viennent de Pékin, de Moscou et de Washington. Donc les États-Unis ont besoin de tenir la distance pour ne pas se laisser distancer en matière d'investissement en termes d'infrastructures. Le chemin de fer qui relierait l'océan Indien à l'océan Atlantique, la manière dont les États-Unis veulent bénéficier de la zone de libre-échange continentale et les énormes opportunités en matière de développement économique d'un pays qui est donc riche nominalement en matière de PIB, mais aussi par rapport à la grande avancée d'une bonne partie des pays donc de l'Afrique de l'Est en matière de digitalisation de leur économie, en matière d'e-administration. Et puis, n'oublions jamais que le Kenya est essentiel pour un autre partenaire sur lequel les Américains misent beaucoup, qui est le Rwanda, et qui a besoin d'être désenclavé. Quel meilleur désenclavement que cet accès à l'océan Indien
Qui plus est, avec une autre stratégie beaucoup plus longue en termes de perspective chronologique, à savoir l'idée selon laquelle l'Indo-Pacifique implique qu'on ne s'intéresse pas seulement à la contrainte sécuritaire visant à bloquer, à dissuader la Chine dans sa volonté d'expansion diplomatique et militaire, mais aussi de s'impliquer précisément pour sécuriser le rail maritime le long de l'océan Indien, d'autant plus nécessaire que la crise à Gaza, le blocage du détroit de Bab el-Mandeb, a détourné 60% du commerce maritime le long de la côte de l'océan Indien. Voilà quelques raisons pour lesquelles, depuis très longtemps, les États-Unis s'intéressent au Kenya, mais le président Biden a fait du président Ruto un ami très particulier, très cher de cette administration. Eh bien, merci Emmanuel. Grâce à vous, on apprend beaucoup de choses. On se retrouve dans 15 jours. Quant à nous, nous allons recevoir maintenant Son Excellence Émile Ngoï Kasongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo. Bon, enfin, c'est vrai, j'ai un peu traîné sur Internet la semaine dernière. Ah, Je suis tombé sur des codes craqués. Mais moi, j'ai pas craqué, hein. bravo. J'ai tenu bon. Je suis fière de vous. Je tiens bon. C'est bien. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Monsieur l'ambassadeur Émile Ngoï Kasongo de la République démocratique du Congo, merci d'être venu, de nous honorer de votre présence. Donc soyez le bienvenu. On va faire notre deuxième partie de l'émission, donc 26 minutes, où vous allez répondre à quelques questions concernant la RD Congo, bien sûr. Alors la première, aujourd'hui même où nous enregistrons l'émission, la Première ministre, car vous avez une Première ministre, présente son gouvernement, je crois, et il y a beaucoup de gens qui ont manifesté du mécontentement. Alors, en cherchant, j'ai découvert que vous avez 900 partis politiques au Congo. Forcément, tout le monde ne peut pas être content, hein. Quel est votre commentaire de cette situation ? Oui, évidemment, il y a une pluralité. La richesse de la pluralité démocratique ne peut pas faire craindre, sauf que ça alourdit un peu la machine constitutionnelle. Vous aurez constaté que ça a pris quand même du temps, près de 4 mois, pour mettre le gouvernement en place. Heureusement que le gouvernement sortant assurait la transition en attendant justement l'investiture du nouveau gouvernement aujourd'hui. On ne peut pas se plaindre de l'expression démocratique aussi large qu'elle est aujourd'hui. Ceci étant, ça pose quand même quelques difficultés. C'est pour cela d'ailleurs, le voix s'élève pour qu'on arrive quand même à réformer, à des réformes, notamment à des réformes qui pourront aller jusqu'à toucher la Constitution. Et je pense aussi sur la loi électorale, c'est quelque chose aussi d'important de voir si on ne peut pas revenir vers un scrutin majoritaire qui est plutôt l'atomicité du système actuel que nous avons, qui donne lieu justement à la multiplication des plateformes des partis politiques. Sur le financement du programme, qui est estimé à 93 milliards de dollars, je crois, certains disent que la République démocratique du Congo ne peut pas financer ça. Qu'au mieux, on pourrait arriver à la moitié. Quel est votre commentaire sur cette question ? 93 milliards, ce n'est pas en une année. C'est ce qu'il faut peut-être préciser, c'est sur 5 ans. Sur 5 ans. Et donc, à l'échelle de 5 ans, les capacités actuelles du budget de l'État peuvent permettre sur 5 ans de penser qu'avec une bonne croissance, vous savez très bien que cette année, l'année que nous venons de clôturer, 2023, les chiffres du Fonds monétaire international indiquent une croissance économique de l'ordre de 8,3%. Pour un pays qui est en train de se reconstruire, nous pensons que nous avons un potentiel qui peut nous permettre déjà de pouvoir aller vers une croissance à 2 chiffres, et nous permettant d'ailleurs de pouvoir mieux absorber la montée de la pauvreté.
Et donc, nous pensons que les défis à relever pour le développement de notre pays, rien que le secteur de l'infrastructure, ça peut paraître insignifiant. Et sur 5 ans, je trouve que c'est très raisonnable. Cette croissance, elle se fonde toujours sur le secteur minier. Pourquoi tout à coup il y a 8%? Oui, effectivement, le secteur extractif. C'est pour ça que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé un grand leitmotiv en parlant de la revanche du sol sur les sous-sols. Il faudra maintenant les Congo, avec son grand potentiel de développement au plan agricole, puisse oublier un peu les sous-sols. Nous l'avons beaucoup exploité. Il faut avoir de la générosité, aussi penser aux générations à venir. Ouais. Raison pour laquelle nous pensons que le pays pourra réaliser des taux de croissance au-delà, parce que là, comme vous le dites si bien, c'est essentiellement dans le secteur d'extraction minière que nous avons réalisé ces taux de 8,3%. Alors fin avril, le président Tshisekedi est venu à Paris. Il a rencontré évidemment le MEDEF, les entrepreneurs, le président Macron bien sûr. Alors quels sont les résultats qu'on peut estimer à ce jour de ce déplacement? Bon, le président est reparti de la France le 1er mai. Nous sommes aujourd'hui le 11 juin, à peine un mois. Il serait quand même assez tôt de parler des retombées. Mais d'ores et déjà, le fait que le président de la République lui-même, parce que le format de cette manifestation, de cette rencontre entre le président de la République et les opérateurs économiques français, MEDEF, vous avez cité principalement, eh bien, c'était quand même l'occasion que les chefs de l'État avaient souhaité essentiellement être face aux opérateurs économiques, être face aux éventuels investisseurs pour assurer, et j'étais là moi-même, ça s'est passé à Bercy, et le président de la République a rencontré l'ensemble des appréhensions ou essayer de rassurer sur les atouts de la République démocratique du Congo et son système fiscal, tout ce que vous voulez, même au niveau du régime d'échange. Donc on a donné, les présidents ont donné les assurances. Nous attendons, mais ça se bouscule. Je regarde de près à la chancellerie combien ont déjà pris l'avion, mais je crois qu'il y a un bon nombre déjà qui ont fait les sauts à Kinshasa. C'est un bon indicateur, bien que... voilà. J'étais à Bercy lorsque le président était là. Voilà. Mais curieusement, au bout de 3 discours, 2 Français et la porte-parole de la présidence, oui, on a demandé aux quelques journalistes de quitter la salle. Vous n'y êtes pour rien. Ce sont les organisateurs. J'ai pas compris, c'est la première fois que ça m'arrive. Non, ils sont pour rien. Ce sont les organisateurs. Quand le président vient, il est en visite officielle. Il s'accorde avec l'accueil et l'organisation du pays hôte. L'Agence française de développement, qui est un opérateur évidemment éminent. Oui. Chez vous, une trentaine de projets en exécution pour 353 millions d'euros. C'est quoi les projets? Quels sont Je crois qu'il faut remonter. Ce sont des projets qui remontent déjà avec la visite du président Macron lors du Forum économique de Kinshasa. Il avait annoncé un certain nombre d'interventions de la France à travers l'AFD. Et nous nous réjouissons aujourd'hui de constater que ce n'était pas des mots en l'air, parce que les résultats sur le terrain montrent vraiment un dynamisme très apprécié de notre part par rapport au projet que mène sur le terrain l'AFD. Et ces projets sont assez éclatés parce qu'ils prennent en compte des questions de santé, de l'éducation, de culture, des infrastructures. Et je pense que et la France s'est engagée également au regard du défi de faire davantage, d'aller au-delà de ces montants qui est annoncé. Et nous attendons les résultats par rapport à cet engagement également.
Et nous sommes sereins et l'efficacité de l'AFD n'est plus à démontrer de ce point de vue-là. Alors, vous êtes le pays le plus, qui parle le plus français, francophone, le premier pays francophone au monde. Est-ce que cela induit des attentes particulières de votre part au regard des organisations que l'on connaît, par exemple l'OIF ou autre chose? Oui, la République démocratique du Congo joue un rôle de leitmotiv, nécessairement, devait jouer ce rôle de leitmotiv, notamment dans une organisation où il représente le poids que vous venez d'évoquer en termes de nombre de locuteurs, sa géographie, et nous pensons que de notre côté, ce ne sont pas les ambitions qui manquent. Vous avez vu, tout le monde a reconnu comme le meilleur jeu de la francophonie, qui ont été organisés par Kinshasa dans les contextes que vous connaissez, des guerres à l'Est, et beaucoup n'ont pas cru que la RDC allait relever les défis. Nous l'avons démontré. Nous sommes engagés dans la francophonie, c'est un patrimoine commun. Nous saisissons les atouts que la francophonie peut représenter, mais la RDC a aussi des ambitions. Et ces ambitions sont à la hauteur de ce qu'elle représente au sein de la francophonie. Mais par exemple, quand on parle de francophonie économique, moi j'entends partage des chaînes de valeur, c'est-à-dire avec une préférence francophone, par exemple, que les appels d'offres soient d'abord adressés aux pays francophones. Est-ce que c'est quelque chose qui est en débat au niveau des organisations internationales, cette possibilité d'être concret, quoi? Moi, si vous engagez cette idée, moi je vous soutiens à 100%, cher Alfred. Je vous soutiens, c'est concevable, effectivement, dans un espace. Ouais. L'espace peut se doter des règles qui permettent justement de confirmer cette exception. La francophonie, c'est quand même une exception culturelle, nous sommes d'avis. Et par conséquent, au-delà des règles, on peut définir quand même quelques exceptions. Ouais, c'est un chantier. En tenant compte, oui. À mettre en tenant compte en avant, quoi. Du souci du développement dans cet espace. J'en parlais l'autre jour avec un vice-président patronal et je dis, mais quand il y a à peu près 400 zones économiques spéciales en Afrique. Ouais. Donc quand un pays veut ouvrir une nouvelle zone, une ZES, il y a des avantages fiscaux. Il y a la promesse, par exemple, qu'ils seront fournis en électricité, qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité. Donc voilà, il y a des avantages compétitifs qui sont mis en avant. Et quand on parle de francophonie, on n'entend rien dire. Enfin bon, juste... C'est vrai, en attendant que la francophonie s'intéresse à tous ces détails, à ce qui concerne par exemple la RDC aujourd'hui, nous sommes en train de promouvoir cette politique. Nous avons un programme des zones économiques spéciales aujourd'hui pour permettre justement d'offrir des opportunités à des investisseurs qui veulent quand même, comme vous venez de le dire, investir dans le pays, mais s'entourer quand même du minimum en termes, par exemple, d'approvisionnement en énergie. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a beaucoup mis l'accent sur la question du projet INGA. Le projet INGA, c'est un projet majeur, pas seulement pour la RDC, mais quasiment pour toute l'Afrique. Parce que le volume, la puissance énergétique des INGA permet d'aller au-delà, justement, de rencontrer la demande en énergie propre, notamment de l'ensemble du continent. Mais ça exige qu'il puisse y avoir réellement des volontés de part et d'autre, notamment si notre espace francophone pouvait saisir cette opportunité pour apporter des financements nécessaires, ça ne coûte pas, ça serait une très bonne chose. Monsieur l'ambassadeur, le 5 juin à Kinshasa, il y a eu un événement, c'était la Journée mondiale de l'environnement. Oui. Et votre pays s'est engagé à restaurer 8 millions d'hectares de terres déboisées, donc en replantant, de la forêt tropicale du bassin du Congo. C'est le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. Alors, qui vous aide? Quels sont vos soutiens pour faire ce travail? Parce qu'il faut de l'investissement aussi. 8 millions d'hectares, c'est beaucoup. Oui.
nous assumons notre rôle de leadership dans le cas du bassin du Congo, parce que la RDC, à elle toute seule, représente plus de 60% du bassin du fleuve Congo. Ça, vous le savez. Et cette politique que le président a engagée c'est d'abord pour mobiliser nos compatriotes, la population congolaise, à avoir ces réflexes-là de reboiser, de planter les arbres. Et ces jours-là, du 5 juin, je crois que vous avez vu dans toute la ville de Kinshasa, des étudiants, des élèves, des simples citoyens, tout le monde s'est activé à planter. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des fonds, le Fonds mondial sur l'environnement et d'autres structures, des ONG nationaux et internationaux, qui s'impliquent fondamentalement pour le reboisement, parce que cela participe aussi dans ces combats que l'humanité, que la planète mène aujourd'hui dans les cadres du changement climatique. Monsieur l'ambassadeur, ce week-end, il y a encore eu des tueries dans l'est de votre pays. Et ça fait à peu près 30 ans que ça dure. Quelle est l'origine du conflit et quel est l'enjeu? Et pourquoi 30 ans plus tard ou 25, on n'arrive pas à résoudre le problème? Oui. Vous savez, il y a encore des morts, hélas, des morts. Et la RDC vit un cycle de violence extrême depuis 3 décennies. Il y a eu, comme vous avez suivi aussi, une guerre larvée avec l'État islamique dans son format qu'on appelle ADF, dans la région principalement vers le territoire de Beni-Lubero. Il y a eu une 50aine tués, mais maintenant les chiffres ont été revus à la hausse parce qu'on a découvert encore d'autres cadavres. Et là, nous faisons face à un groupe islamique qui est sanguinaire. Nous ne comprenons pas parfois que la communauté internationale reste passive face à un tel drame qui dure depuis des années. Et puis vous avez la guerre de l'Est. La guerre de l'Est, comme vous le savez, tout est parti du génocide rwandais de 1994, n'est-ce pas? À l'époque, des ethnies se sont livrées à un véritable massacre qui a donné lieu à un génocide. Nous sommes tous d'accord. Et à l'époque, le maréchal Mobutu, qui est encore à la tête du pays en 1994, avait senti les dangers d'une éventuelle exportation de cette guerre, de cette violence, parce que qui s'est livré à la violence, ce sont des ethnies, l'ethnie Hutu et Tutsi qui s'est livrée à cette violence-là qui a conduit au génocide. Alors, nous sommes en RDC, il y a 450 ethnies. Donc il a estimé que si l'idéologie des génocides était exportée en RDC avec 450 ethnies, je pense que c'est toute l'Afrique centrale et même au-delà qui se serait embrasée. Mais néanmoins, il aurait préféré que les frontières de la RDC soient fermées. Mais la communauté internationale, l'ONU, ont fait pression pour qu'on puisse créer un couloir humanitaire, un exutoire, pour que toutes ces forces. Voilà où tout a commencé. Tout a commencé. Et donc, il y a eu cette guerre, s'est exportée en RDC depuis 1994. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Cela fait 30 ans. Voilà un anniversaire qu'on ne saura pas célébrer. Parce que pour nous, c'est une histoire de violence, c'est une histoire de génocide, c'est une histoire aujourd'hui que même des générations qui sont nées 30 ans après, il y a des générations qui n'ont vécu que dans un état de guerre, qui ont vu des parents disparaître, qui se sont vus orphelins, qui ont vu des veuves, des veufs. Et donc, c'est la communauté internationale, il faut se le dire, nous sommes nous ne comprenons plus rien. Parce que, aujourd'hui, dans ces cycles de violence, il y a un pays qui est le Rwanda, et qui intervient chez nous, non pas pour des raisons idéologiques, non pas pour des raisons
comme les groupes de l'État islamique, peut-être pour des raisons religieuses. Non, mais aujourd'hui, il est démontré, et les rapports des Nations Unies suffisamment documentés révèlent, de ce point de vue, que c'est une guerre de pillage des ressources humaines. Mais les coûts en termes de vies humaines aujourd'hui est inestimable. Inestimable aujourd'hui. Et donc, la communauté internationale, nous avons exprimé notre satisfaction lors de la visite du président de la République, puisque nous sommes en France, que la France ait dit haut et fort que le Rwanda devait retirer ses troupes, qu'il avait condamné, la France avait condamné, demandé au Rwanda de retirer ses troupes en RDC et demandé également à leurs suppôts, qui sont les M23, d'arrêter, n'est-ce pas? Mais lorsque le droit international est bafoué, on ne peut pas s'arrêter à des condamnations, il faut des sanctions. Et c'est pour ça que nous avons dit, et la France avait repris, ça nous avait beaucoup rassuré, qu'il n'y aura pas de double standard. Il n'y aura pas de double standard. Lorsque nous avons des événements entre la Russie et l'Ukraine, et qu'on condamne la Russie, et qu'on prend des sanctions sans tergiverser, sans atermoiement, eh bien, dans les cas de la RDC, nous attendons ces sanctions pour rappeler cet État voisin à la raison, à la sagesse. Mais malheureusement, il n'y a pas de sanctions. Donc ce que nous pouvons attendre aujourd'hui, que nous continuons à attendre, c'est d'abord d'arrêter avec ces silences de la communauté internationale et que des sanctions, au nom de la violation des principes sacrés sur lesquels aujourd'hui tous les États se reconnaissent à travers le droit international qui fixe les cadres juridiques en ce qui concerne des principes de l'intégrité, le respect des principes de l'intégrité et de la souveraineté nationale d'un État. Et nous, ça fait aujourd'hui 3 décennies d'une guerre récurrente. Quel type de sanctions vous souhaiteriez qu'ils soient actées par la communauté internationale? Bon, je ne saurais pas dans ce genre de cas, je reste sur les principes, que les principes soient appliqués, et je pense que tous ces grands esprits qui président à la destinée de la planète à travers les conseils de sécurité des Nations Unies, ils ont toutes les règles nécessaires pour appliquer ces principes des sanctions. Alors vendredi s'est ouvert chez vous le procès des putschistes, enfin le coup d'État, le vrai faux coup d'État. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Avant d'en venir à oui. cette question, je voudrais juste ajouter aussi, dans les cadres de l'Europe, puisque la France, c'est l'une des toutes premières puissances européennes aujourd'hui. On n'a pas compris, les peuples congolais, ses dirigeants, nous n'avons pas compris comment est-ce que l'Europe pouvait s'engager justement dans cette chaîne de valeur sur des minerais stratégiques que les Rwandais, aucune cartographie existante sur la planète ne signale les Rwandais comme étant un pays producteur justement de ces minerais stratégiques. Voilà pourquoi la RDC reste très exigeant là-dessus, à ce qu'il puisse y avoir traçabilité, puisqu'une chaîne de valeur ne peut pas commencer par l'approvisionnement, elle doit commencer à la production, n'est-ce pas? Et par conséquent, nous sommes très exigeants là-dessus pour que l'Union européenne revoie cet accord-là et dans le sens de nous apporter des éléments probants à ce qui concerne notamment la traçabilité de ces minéraux, à partir non pas une chaîne de valeur partielle, mais totale, globale, en partant de la production, mais aussi qu'on puisse avoir une meilleure traçabilité. Et je pense que les nerfs de la guerre qui se livre chez nous, cette guerre-là demande de moyens. Et ces moyens pour les pays agresseurs, c'est aussi les ressources tirées du pillage de nos ressources. On ne peut pas encourager cela. Et je vais ajouter ici que le Congo est riche. Le Congo est considéré comme un scandale géologique de tous ces minéraux, notamment stratégiques aujourd'hui. Mais la RDC a toujours gardé en elle une vocation
africaine. Lors de son avènement au pouvoir, le président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a fait le tour des 9 voisins pour voir avec chacun de pays qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que nous puissions avoir un partage, soit par la coopération, la solidarité, les retombées de nos ressources, des ressources de la République démocratique du Congo. Mais en retour, ce n'était pas des projets, on nous a fait la guerre. C'est une très belle conclusion. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes arrivés au terme des 26 minutes, sauf peut-être une petite minute si vous voulez évoquer quelque chose dont on n'a pas parlé. Bon, peut-être, j'espère que la question pour laquelle je fais un retour, si vous n'en tenez pas, pour moi, je n'ai pas autre chose à ajouter. Nous demandons une justice internationale, nous demandons des sanctions, parce qu'on ne peut pas avoir un double standard, 2 poids, 2 mesures. La République démocratique du Congo, en tant que pays membre de la Société des Nations, a droit également à cette justice internationale. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci. Et nous nous retrouvons dans 15 jours.